je vous propose de continuer donc, cette journée du risque. Donc, j'ai eu le plaisir de participer à cette journée. Je suis Cléa Chakraverty, journaliste politique et société pour le média The Conversation. Donc, on est une publication qui ne publie donc que des chercheurs. Et l'idée, c'est donc de valoriser la recherche auprès du grand public. Et c'est une très belle occasion de le faire aujourd'hui avec la journée du risque. Donc, j'ai à mes côtés Myriam Merad. Myriam, vous êtes donc directrice de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste sur la conduite et la gouvernance du risque et de l'expertise en matière de risque. Ensuite, j'ai Sylvain Rotillon, donc vous êtes géographe de formation et vous avez travaillé sur l'eau, sur les inondations, sur les crues notamment, et puis sur la gestion du risque entre les collectivités et l'État. Et enfin, Hervé Flancard, donc, qui est sociologue. Vous êtes également professeur en aménagement et urbanisme à l'Université de Littoral Côte d'Opale. Vous travaillez aussi sur la perception du risque et vous venez de commettre aussi un ouvrage qui s'appelle « La ville et ses risques, vivre à Dunkerque » avec Séverine Frère. Donc merci beaucoup à nos trois intervenants d'être parmi nous. L'idée, c'est d'être dans une table ronde, mais d'être surtout dans le débat avec la salle et donc de susciter aussi bien vos questions que leurs interactions. Donc nous avons un live tweet également, ma collègue qui est ici dans la salle, live tweet les interventions, les discussions qui sont en cours. Donc on va un peu se décaler par rapport à la conférence précédente qui était vraiment autour de l'art et avec Orlan pour parler du risque dans le contexte de la société, puisque la première table ronde s'intitule donc la société à haut risque. Est-ce qu'une société est toujours nécessairement confrontée au risque? Depuis comment elle fait pour comment elle fait pour justement juguler ce risque, comment elle fait pour maîtriser les risques et qu'est-ce qu'implique la maîtrise des risques. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était des réactions de nos lecteurs que nous avons eu sur The Conversation autour d'un article qu'Hervé Flancard a donc écrit cette semaine sur justement cette maîtrise du risque au sein de nos sociétés, c'est-à-dire est-ce que cette maîtrise du risque implique forcément de restreindre nos libertés individuelles pour pouvoir éviter le danger, ou en tout cas pour avoir plus de sécurité. Donc c'est une vraie question sociétale, on en parle tous les jours actuellement, que ce soit avec l'état d'urgence en France, mais évidemment avec d'autres contextes, également internationaux. On a eu plusieurs exemples, on a aussi l'exemple sanitaire, donc les injonctions sanitaires, la surveillance généralisée, donc ce sont toutes des thématiques qui impliquent des choix de restreindre ses libertés ou non. Alors une première personne, donc un premier lecteur a réagi, il s'appelle donc Simon Thuot, et donc cette question vous est plus particulièrement destinée, Monsieur Flancard, il vous demande est-ce que vous avez connaissance de pays, plutôt européens, qui auraient délibérément choisi l'une ou l'autre, c'est-à-dire la liberté au détriment de la sécurité, ou au contraire complètement la sécurité au détriment de la liberté? En fait, la réponse est très simple, c'est-à-dire que les pays européens sont dans un système où il y a un arbitrage permanent entre les deux, et selon les tendances politiques, les résultats des élections, on peut avoir ça tire plus d'un côté ou plus de l'autre. Alors après, ça dépend aussi des risques. Parce que, par exemple, on voit très bien qu'actuellement, vers l'ex-Europe de l'Est, les risques civils, les risques liés aux réfugiés, à l'immigration, etc., sont mis sous les projecteurs et on a plutôt un recul des libertés publiques pour essayer de, pallier ces risques et essayer de lutter contre ces risques. Après, je dirais aussi toute l'histoire des sociétés occidentales dans les décennies après la Seconde Guerre mondiale, c'était une restriction d'une certaine façon de certaines libertés pour essayer de gérer mieux les risques sociaux, les risques de chômage, les risques sur la santé, etc. Et alors, on n'analyse pas ça forcément tout de suite comme étant une restriction de liberté, mais quand on regarde de manière très simple, à partir du moment où les cotisations sont par exemple obligatoires, ça veut bien dire qu'on est privé d'une partie de notre rémunération pour se protéger d'un certain nombre de risques.
Voilà, ça faisait tout à fait consensus pendant des décennies, ça le fait moins. Par exemple, les libertariens américains sont tout à fait opposés à ce type de choses. Par exemple, il suffit de voir l'Obamacare, l'opposition qu'il a pu avoir de la part du Tea Party et puis d'autres personnes qui étaient influencées par l'idéologie libertarienne. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sur cet aspect-là, c'est en complément plutôt, mais je pense par rapport à la problématique des assurances, par rapport au risque naturel, par exemple, il y a un dispositif assurantiel qu'on appelle le fonds Barnier, le fonds de compensation des risques majeurs, qui est un dispositif obligatoire et qui est de plus en plus contesté parce qu'il a des effets pervers qui sont connus de déresponsabilisation par rapport au risque. Donc à la fois par rapport à des problématiques de coûts qui augmentent et par rapport à où on essaie de voir par rapport à la prévention, on voit que ces dispositifs obligatoires sont des freins à la prévention par rapport parce qu'on s'estime couvert. Donc c'est un peu dans la même logique, c'est entre la liberté est-ce qu'on est prêt à courir le risque de nos actions ou pas, et des fois on décide à notre place, c'est très ambivalent et ça dépend beaucoup des risques. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique, mais il faudrait presque une analyse risque par risque sur cet aspect-là. Myriam ? Oui, c'est une question de fond. Je dirais que au lieu de se poser cette question de sécurité versus liberté, il faudrait se poser la question de quelle sécurité et de quelle liberté on parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire société ? Alors, faire société, c'est effectivement essayer de se construire un projet en commun et essayer de gérer les déséquilibres de répartition des risques et des gains ou des bénéfices au sein de la population. Donc, dans cet exercice de sécurité et de liberté, ce à quoi on doit rester vigilant, c'est effectivement que les plus démunis ne soient pas ceux qui sont les plus défavorisés, et les plus aisés, les plus bénéficiaires. Et c'est ce type de curseur lié à une vision de la société qui permet justement de balancer cet aspect sécurité-liberté. Alors justement, on reviendra aussi sur ces questions un peu plus tard, plus en profondeur, avec d'autres exemples. Je voulais simplement continuer sur les questions de nos lecteurs, mais toujours dans la même pensée, le même cheminement de pensée. Un lecteur posait la question de donner deux exemples, en fait, justement de pays, en tout cas de lieux qui ont été fortement touchés donc, par les attentats, notamment donc, Londres et Nice, et qui sont pourtant des endroits hautement surveillés, donc avec des systèmes de vidéosurveillance assez sophistiqués. Et par ailleurs, par exemple, la Suisse, qui n'a pas encore vraiment été touchée par des catastrophes de type attentats terroristes ou qui a des vrais problèmes d'insécurité comme d'autres pays, et qui qui sont très favorables justement au système généralisé de surveillance. Donc, est-ce que surveiller peut vraiment prévenir le risque ? Non, ça peut le diminuer, mais de toute façon, le risque ne peut pas être éliminé. Donc, alors, ça peut aussi avoir un effet un peu plus cosmétique, c'est-à-dire de rassurer les gens. On sait très bien que le système qui est déployé actuellement en France de sécurité a très peu d'efficacité par rapport à certains types d'attentats qui sont des attentats, comme on dit, de loups solitaires, etc., où en fait le renseignement est globalement plus efficace que les troupes qui sont... Certains même ont reproché aux troupes de l'opération Sentinelle d'être en quelque sorte un catalyseur d'attentats, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger, les troupes sont un peu les premières victimes. On a vu quelques attentats où on s'attaque directement, et donc voilà. On peut toujours surveiller, on peut toujours multiplier les caméras, on peut faire diminuer le risque, mais on ne fera pas disparaître. Après, il faut savoir jusqu'où on est prêt à sacrifier un certain nombre de libertés, un certain nombre une certaine insouciance aussi, pour quelle sécurité. Il n'y a pas de réponse, je dirais. Chacun peut avoir un curseur qui est placé à un endroit différent. Ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, et le curseur dépend beaucoup de la société dans laquelle on est. C'est cette histoire de sentiment d'insécurité, par exemple. Quand en France aujourd'hui, si on supprime des lampadaires dans les rues, on va dire il faudrait qu'on ait la pleine lumière en permanence. Et des rues un peu sombres, on a un sentiment d'insécurité. Si vous allez au Japon, il n'y a pas du tout ce sentiment. L'éclairage des rues est beaucoup plus limité. On est dans une pénombre presque partout. Et il y a, à aucun moment on se sent en danger. Donc il y a un autre système de contrôle, c'est pas le même type de surveillance, c'est une surveillance sociale qui est pas du tout la même que la nôtre, mais on voit bien il y a entre une surveillance qui est presque individuelle dans la société japonaise où il y a une forme qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs en Europe, aux Pays-Bas, où il y a beaucoup de regard de l'autre sur les actions collectives. En France où il n'y a pas cette démarche collective, on se reporte comme souvent sur l'État, sur la collectivité en disant c'est à elle d'assurer notre sécurité. Donc il y a une forme de délégation de la sécurité en France qu'on ne va pas retrouver dans toutes les sociétés. Donc c'est une démarche qu'il faut là encore analyser par risque, par pays, par société. Il n'y a pas de réponse univoque. Alors dans la même veine, c'est, disons, surveillance et risque terroriste pose aussi différentes questions. On va dire la première, c'est le fait que pour différentes catégories de risques, en France, mais je pense que c'est le cas aussi à l'international, la difficulté à être dans une démarche de prévention. On est plutôt, par exemple, il y a beaucoup de situations d'attaques terroristes qui étaient prévisibles, non pas vues comme un biais rétrospectif post-attentat, mais qui aurait mérité une analyse, une mobilisation d'un certain nombre de chercheurs et de praticiens dans le domaine qui auraient pu agir en prévention et donner l'information en prévention sur ce qui aurait pu advenir. Et on est dans différentes politiques de prévention des risques, dans de la gestion de crise ou du post-accidentel et du post-catastrophique, au lieu d'être dans une réflexion de prévention et d'identification des causes profondes de ce qui ne va pas, qui laisse émerger ce type de situation. Le second point, c'est effectivement souvent la confusion dans la proposition d'un certain nombre de mesures de post-accident et catastrophes majeures, la confusion entre le politique et la mesure qui permet effectivement de gérer ce qui est en train de se passer. Là, vous voyez bien, quand on est là pour rassurer, on est en fait plutôt dans un traitement homéopathique, plutôt que effectivement du traitement de ces causes profondes de ce qui ne va pas. Merci. Avant de continuer sur la même, d'autres questions à vous poser justement sur ces questions de prévention et d'expertise, peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit et qui auraient des questions justement sur cette articulation entre surveiller nos sociétés pour prévenir le risque ou bien sociétés qui s'auto-surveillent quelque part de façon assez collective, comme l'exemple du Japon par exemple. Oui, madame. Oui, suite à la première question, il y a une réponse qui a été donnée pour définir la sécurité et la liberté. J'avais l'impression qu'on pouvait remplacer sécurité par égalité. Alors là, je n'ai pas du tout compris de quelle façon vous avez défini la sécurité, en fait, parce que pour moi, vous parliez plutôt de l'égalité et de l'opposition qu'on peut faire d'ailleurs entre égalité et liberté, mais je ne comprenais pas quel rapport avec la sécurité. Votre question s'adresse à... Oui, je pense que c'est Hervé Flancard plutôt. Oui, puis la troisième intervenante. Ouais. Myriam, très bien. Mais quand je parlais, en fait, j'évoquais notamment l'État-providence, et on sait très bien qu'une de ses grandes inventions, ça s'appelle la sécurité sociale. Et c'est bien une question de sécurité. C'est-à-dire qu'avant l'invention de la sécurité sociale, quand on était malade, on courait le risque de ne pas avoir de quoi, on ne travaillait pas, on n'était pas indemnisé, on courait un véritable risque de mourir de faim ou d'être simplement secouru par la charité publique. Quand une femme était enceinte et qu'elle ne pouvait pas travailler, c'est pareil, elle courait des risques. La sécurité sociale, c'est aussi les soins
y compris pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer leurs soins. Il y a une sécurité sociale qui se substitue, etc. Donc il s'agit bien d'une question de sécurité et pas seulement d'égalité. Alors les deux vont de pair, il va de soi, mais effectivement c'est quelque chose qui sécurise le citoyen de savoir qu'il peut être malade, il peut être âgé, il peut être handicapé, il peut être etc. Et qu'en fait l'État va pallier cette difficulté, ce handicap, cette incapacité à subvenir à ses besoins. Merci. Alors, en fait, toujours deux choses, vous verrez. La première, c'est que, en fait, dans le domaine des risques, dans la communauté risque, il y a un certain nombre de vocabulaires consacrés. Et vous allez voir qui est un peu changeant suivant les domaines d'activité. Et il y a aussi le monde de l'usage commun du vocabulaire. Dans le monde consacré de cette grande discipline, risque, sciences des dangers, eh bien, en fait, on va utiliser les termes sûreté, sécurité, risque, aléa. Et en fait, quand on parle de sécurité, par exemple, sur la prévention des risques liés aux installations industrielles à haut risque, eh bien, on parlera de sécurité industrielle. Paradoxalement, quand on parlera dans un autre domaine industriel qui est le nucléaire, des installations radioactives, eh bien, on parlera de sûreté. Mais le terme sûreté et le terme sécurité, quand vous êtes dans le civil, ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Et donc, suivant les communautés de praticiens dans ce vaste domaine qui est la prévention des risques, eh bien, il va y avoir un terme consacré. Mais qu'est-ce que ça cache ? Ça cache une pratique qui dit, voilà, nous œuvrons à faire en sorte d'expliciter quels sont les risques subis par la société, par l'environnement, à son détriment, et si l'on peut y remédier, comment choisissons les meilleures solutions pour y parvenir. Dans le monde commun, effectivement, dans le quotidien, ça veut dire effectivement autre chose. Oui. Alors justement, ces questions sémantiques, j'ai envie de dire, et aussi de spécialisation, c'est des choses qui sont souvent dévolues à des experts, des personnes qui sont sollicitées pour évaluer les risques, pour gérer les risques, pour vous dire ensuite quelles sont les étapes à prendre. Vous, Myriam Meyrat, vous avez particulièrement travaillé sur cette question de l'expertise. Est-ce que justement... Alors, aujourd'hui, vous dites dans un de vos articles que l'expertise est aujourd'hui remise en cause et qu'on questionne ce rôle de l'expert. On essaye de savoir est-ce qu'il est vraiment expert. Par exemple, je pense en cas d'inondation, de catastrophe naturelle, des personnes qui vont donc avoir recours à un expert pour les assurances, pour aussi déterminer la gravité de la situation. Quel est finalement, depuis quand questionne-t-on l'expert ? Pourquoi est-ce que tout le monde peut être expert aujourd'hui ? Et comment ça se passe, cette gestion de l'expertise, ce métier ? En fait, c'est quoi l'expertise ? L'expertise, c'est la mobilisation de la science pour l'action. Donc ça veut dire que ça mobilise des éléments de science sur des objets sur lesquels, de par leur complexité, il n'y a pas encore complètement de consensus scientifique à l'interface. Et l'idée, c'est de le mobiliser pour l'action, c'est-à-dire pour prendre des mesures pour prévenir un certain nombre de risques, mais aussi de maintenir une activité, de tenir des équilibres sur les territoires. Donc l'expertise est quelque chose de très particulier, c'est vraiment cette articulation. Et donc plusieurs choses contribuent à une forme de perte de valeur ces dernières années de la valeur de l'expertise. D'abord parce que en fait, tout le monde s'autodéfinit comme étant un expert. Vous voyez qu'on a été inondé dans les médias de dits experts qui en fait sont saisis sur différents sujets et en fait sont sous cette pression médiatique ou performative de donner leur avis sur tout. Vous pouvez donner un exemple concret qui vous viendrait à l'esprit ? Alors, je le dis, le premier qui me vient en tête, c'est effectivement post-attentat terroriste. Vous avez directement sur ITV ou les deux chaînes d'infos en direct, des gens qui sont invités autour de la table pour s'exprimer sur un événement
dont ils n'ont pas encore toutes les dimensions, et pourtant pour donner un avis dessus. Donc vous voyez, vous avez cette pression performative à faire ça, mais qui contribue à décrédibiliser le savoir expert. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi sur beaucoup de sujets une tentative de décrédibilisation de ce qu'est la dite vérité scientifique. Une vérité scientifique, attention, n'est pas la vérité absolue. C'est comment démontrer un certain nombre d'éléments présentés avec une démarche de démonstration dite scientifique, c'est-à-dire qui se tient, qui prouve que c'est valide, consistant et en lien avec un certain nombre de consensus scientifiques acquis. Ce qui s'est déroulé ces dernières années sur notamment les thèmes du changement climatique, vous le voyez peut-être un peu sur le cadre du vaccin, sur pas mal de thèmes assimilés, eh bien en fait c'est une fabrique d'un doute ou de la fabrique d'une contreposition qui émerge dans la scène publique et qui est inconsistante mais non discutée par les lecteurs. Donc, par exemple, vous avez certainement entendu parler de ces derniers temps le retour de l'hypothèse de la Terre plate. Et des gens qui vont échanger et vous dire que la Terre est plate. Ça vient plutôt des États-Unis. La tendance aussi climato-sceptique. Et effectivement, tout ce qui gravite autour de la démonstration autour du tabac, de la non-nuisance du tabac. Vous voyez, vous avez comme ça un certain nombre d'éléments qui viennent éroder la valeur de ce qu'est l'expertise. Alors justement, simplement pour rebondir sur ce point et à l'inverse, il me semble que c'est vous, Sylvain Rotillon, qui prenait aussi la pensée inverse quelque part, de dire attention aux filtres technologiques, attention au trop de science quelque part, puisque vous parlez notamment dans le cas de l'implantation de communautés, de collectivités sur des sites jugés à risque pour des raisons sismiques, inondations, etc. Vous dites il faut faire attention, le filtre technologique, vous dites, nous fait perdre de vue notre capacité à choisir des implantations où vivre. Donc, à l'inverse, est-ce qu'il ne faut pas justement remettre en cause cette science et cette technologie ? Est-ce que cette science et cette technologie nous aveuglent-elles pas un petit peu ? Alors, non, il ne faut pas remettre en cause la science en tant que telle dans l'absolu. Mais comme l'a dit Myriam, la science, elle ne délivre pas un message d'exactitude et de certitude. Pour moi, un bon scientifique, c'est quelqu'un qui doute. Si on n'a pas de doute en tant que scientifique, en tant que chercheur, on n'est pas un bon scientifique, on n'est pas un bon chercheur. Le doute doit toujours être au cœur de nos pratiques. Parler sur la dimension, on est une espèce hors norme dans le monde vivant, puisqu'on est la seule espèce qui modifie son environnement. Et c'est ce filtre technologique qui fait qu'on est capable de vivre, on est l'espèce qui est capable de vivre partout dans tous les milieux sur la surface de la Terre. Alors que la plupart des autres espèces vivantes sont limitées à un type d'écosystème. Nous, notre écosystème, c'est la Terre dans sa globalité, c'est l'écoumène, c'est la Terre. Et ça, c'est une possibilité parce qu'on est capable de modifier notre environnement. Et le fait d'être capable de modifier son environnement, ça crée un effet paradoxal, c'est qu'on n'est plus capable de réfléchir sur notre environnement quelque part. On a pris une telle distance qu'on n'est plus on a ce filtre technologique qui nous donne une certaine idée, c'est la formule de Descartes, maître et protecteur de la nature, qui nous dit on est au-dessus de la nature, on est capable de la modeler en fonction de nos besoins. Ce qui est vrai et faux, c'est que jusqu'à un certain niveau, c'est vrai et c'est faux. Il y a un moment, on n'en est plus capable. Et dans cette expertise, je reviens en complément parce que il y a l'idée que pendant très longtemps, il y avait des experts d'un côté, il y avait des sachants, et il y avait l'immense masse de la population qui n'avait pas le même niveau de connaissance, et il y avait un partage qui était assez clair entre les sachants et les non-sachants. Aujourd'hui, il y a une notion qui émerge de plus en plus, c'est l'expertise d'usage, c'est de se dire il y a d'autres formes d'expertise que l'expertise institutionnelle, que l'expertise académique, et
comment on peut arriver à la mobiliser, cette expertise. Donc il y a là aussi le terme d'expertise, il est multiple et il faut arriver à bien voir comment ces aspects peuvent se renforcer les uns les autres. Et la technologie, elle nous éloigne de la réalité. Elle nous en éloigne de plus en plus dans un monde qui nous le rappelle qu'il existe malgré nous et en dehors de nous. Donc il y a ce lien à la technologie qui est à questionner par rapport au risque, qui d'un côté nous garantit, enfin on a l'illusion qu'on est capable de s'en abstenir, et de l'autre côté il nous en éloigne, enfin le risque existe toujours. Hervé, alors, vous voulez réagir ? Moi, j'avais proposé dans le livre précédent une sorte d'analyse. Nous, généralement, on oppose à l'expert le profane. Le profane, c'est vous, moi, quand on n'est pas expert. Moi, je suis expert en risque, mais je suis profane dans tout le reste de ma vie. Et en fait, j'ai proposé une analyse un petit peu en 3 temps, en disant que on est sorti du 19e siècle avec un expert qui était surplombant, un expert sûr de son savoir, méprisant vis-à-vis du profane. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles dans son expertise, qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas prévues, etc. Et il y a eu une sorte de retour de balancier, notamment chez les chercheurs en sciences sociales, notamment les sociologues, une partie, où on a dit, dans le fond, le vrai savoir, c'est le profane qui l'a, parce qu'il vit avec le risque au quotidien, il est dans son quotidien, alors que l'expert, il voit ça de haut, etc. Et donc, il y a eu une sorte d'excès un peu dans l'autre sens, où en fait, le profane, c'est lui qui connaissait le mieux, qui était donc capable de comprendre ce que l'expert ne comprenait pas. Puis je pense qu'il y a un 3e temps, j'espère qu'on est dans celui-là, c'est-à-dire que l'expert, le scientifique, a un bagage, il a fait de longues études, alors il n'a pas tout compris, mais c'est un scientifique, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, c'est le doute qui doit l'habiter, c'est-à-dire que, et puis il va échanger des arguments. L'arène scientifique, c'est on échange des arguments qui sont rationnels, on les confronte, etc. Mais en même temps, c'est vrai que le profane peut apporter des choses, que le profane peut soulever des questions qui ne seraient pas venues à l'esprit de l'expert. Donc je dirais que l'expert d'aujourd'hui doit être quelqu'un qui n'est pas sourd au profane, mais en dernier ressort, c'est quand même lui qui, d'une certaine manière, va, dans le débat entre les scientifiques, en prenant les questionnements des profanes, va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus d'une explication qui correspond à la réalité. Sachant que la science est toujours en progrès, c'est toujours qu'une explication provisoire à un moment donné. Voilà. Donc moi, je souhaite qu'on soit dans ce... Alors, c'est évident, dans certains domaines de la science, on est dans ce troisième temps, c'est le moins dans d'autres domaines. Et voilà, c'est un peu ma vision des choses. Merci. Sylvain ? Oui, là-dessus, je partage complètement ce point de vue, et j'espère effectivement qu'on est dans cette 3e phase qui est... je rajouterai un autre acteur, c'est le décideur public, le décideur politique derrière, parce que au-delà du discours scientifique et de tous les travaux d'expertise, il y a une décision qui doit être prise à un moment par l'autorité. Alors en France, c'est souvent l'État, mais c'est pas vrai partout, et qui lui doit aussi s'appuyer sur ses niveaux d'expertise. Alors il n'est pas complètement expert, mais il est à un niveau, il n'est pas profane non plus, il doit s'appuyer sur des décisions qui sont celles d'un instant T qu'il doit interpréter. Et ça, c'est une grande difficulté, parce que justement, si le chercheur, si le scientifique est dans le doute, le décideur public, il ne peut pas être dans le doute complètement. Donc on a un jeu complexe dans ce jeu d'acteurs autour du risque. Sur quelle base on va appuyer nos politiques publiques? Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent réagir sur cette question de l'expertise du scientifique versus le profane, comme vous le disiez tout à l'heure? Ou sinon, on continue. Allez-y, Myriam. Oui, merci. C'est pour apporter aussi d'autres éléments justement à la discussion qui a commencé à prendre sur ce sujet, c'est que vous voyez que si l'on détenait, nous trois, une expertise sur un sujet, quand il s'agit, je ne sais pas, du changement climatique, on peut devenir profane. Donc en fait, on est tous dans une situation où on est expert d'un sujet, mais profane. Donc en fait, ce n'est pas des situations absolues. Elles dépendent des sujets étudiés. Maintenant, tu évoquais justement la question de l'expertise institutionnelle. Et là, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un pouvoir dévolu
par l'autorité publique ou par un tiers à une institution, une organisation, donc, pour conduire un éclairage sur un sujet controversé. Et donc là, il ne s'agit plus d'une expertise intuitive personnelle, mais d'un rendu d'une étude construite par un certain nombre de personnes spécialisées dans leur domaine qui vise à éclairer la décision publique. Donc, vous voyez, on a une déconstruction aussi de la sursacralisation de l'expert et une refocale sur la construction d'éléments d'aide, d'accompagnement à la décision publique. Donc l'expertise, c'est le résultat d'un processus d'échange et non pas le statut de la personne qui le fait. Et du coup, ça rebascule, ça redéfinit le problème de qu'est-ce qui est expert, non expert, quelle est sa valeur. Merci. Alors justement, sur cette question, je voudrais prendre juste un exemple concret qui était dans l'actualité très récemment. C'est dans un article qui est sorti sur le Figaro, donc qui date d'avant-hier, sur la question du nucléaire. Et cet article souligne qu'en France, plus de 200 000 personnes vivent dans une commune située à moins de 5 km d'une centrale nucléaire. Donc, d'après l'article, et notamment d'après les experts interrogés et les pouvoirs publics, une évacuation en cas d'accident grave coûterait 11 milliards d'euros à l'État. C'est quand même des sommes considérables, c'est quand même plus de 200 000 personnes. Justement, comment se situe la vie, ou en tout cas les prises de décision entre l'expert et l'État, en tout cas les pouvoirs publics, les maires de ces communes? Comment juge-t-on de la potentielle gravité déjà d'un accident? Et aussi, alors une question peut-être pour après, mais comment est-ce qu'on évalue le coût d'un risque quand on est l'État, quand on est l'expert et quand on est l'habitant? Est-ce qu'on a accès à toutes ces informations et est-ce que ce sont les mêmes informations? Je ne sais pas si je peux commencer. C'est-à-dire, ça va dépendre des risques. Tout à l'heure, on a fait l'impasse sur la définition de risque, mais c'est très simple. Un risque, c'est une probabilité qu'un événement se passe, et puis les dommages potentiels. Donc, c'est très facile à évaluer quand on a une base de données avec des événements très fréquents. Par exemple, les assurances automobiles calculent très bien combien il y a en moyenne d'accidents et combien ça va coûter comme dommage. Tous les ans, ils ont des milliers d'accidents et puis donc ils vont faire. Par contre, pour les accidents nucléaires, heureusement, c'est que la base de données est très faible et qu'on a. Et donc dans ce cas-là, je dirais d'un point de vue, purement définition, on ne devrait même pas parler de risque, mais d'incertitude. À partir du moment où on ne peut pas probabiliser, on ne peut pas donner une probabilité, on ne peut pas donner des montants de dommages, on sort en quelque sorte du domaine du risque. Et là, c'est effectivement quelque chose qui est un point aveugle, parce que quand on regarde les évaluations sur les dommages que peut causer une catastrophe nucléaire, ça peut aller du simple au 10, 20, à un facteur même peut-être plus. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Merci. Oui, d'ailleurs, ce que tu disais sur le risque nucléaire, c'est pas traité par les mêmes personnes dans les services de l'État. Par rapport aux installations technologiques, vous avez les directives Seveso avec des installations une gradation. Donc le niveau maximal, c'est le Seveso seuil haut, qui impose de faire des plans de prévention des risques technologiques. C'est un outil utilisé par les services de l'État pour qualifier le risque, justement. Donc il y a des grilles d'évaluation. C'est très normé. Il y a des méthodologies qui sont assez robustes. Alors plus, effectivement, comme tu disais, plus il y a de risques connus, plus on a des bases de données qui sont fiables et qui permettent de faire une cartographie de quels sont les effets qui vont être et quels sont les risques réels sur cette telle installation, et se dire là il y a de l'explosion, il y a des nuages toxiques, quelle probabilité pour que ça arrive, et on va prendre des mesures de limiter les effets au maximum pour que ça ne sorte pas de l'entreprise, et faire après, s'il y a des installations, des maisons, des bâtiments qui sont exposés, suivant le niveau d'exposition, on a des moyens d'expropriation. Alors évidemment, il y a des dédommagements, mais il y a toute une panoplie d'outils qui existent, qui sont parfaitement normés. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils sont robustes. Par contre, pour le nucléaire, on n'est pas du tout dans la même approche. C'est pas les mêmes services.
ça rentre pas dans la directive Seveso, c'est pas considéré comme un risque au même niveau. Et il n'y a pas quelque part dans l'idée, c'est que le risque nucléaire n'existe pas. Tout est fait pour faire en sorte que ça ne se produise pas. Et en même temps, le niveau de surveillance des centrales nucléaires est beaucoup plus est nettement supérieur à tous les autres types d'installations. Donc, c'est pas traité du tout de la même façon par rapport à ça. Merci. Alors, oui, plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, il faut comprendre comment les choses sont organisées pour gérer tout ce qui touche à sûreté, à ce domaine de la sûreté nucléaire. En fait, comment tout est organisé? Quand vous avez une installation, vous avez les ministères, vous avez les autorités, l'autorité de sûreté nucléaire, vous avez l'IRSN, donc tout l'appareil d'expertise et agence, et vous avez des inspecteurs. Vous avez aussi des plans. Donc, notamment des plans qui permettent de se préparer en cas de situation extrême. Et ces plans visent à établir la prévention. Ce que tu disais justement, c'est que même à l'époque, pour la prévention des risques industriels, notamment pour les installations Seveso seuil haut, donc imaginez un site industriel, une urbanisation autour. Avant, ce que l'on faisait, c'est qu'on bloquait à l'urbanisation. Après l'accident d'AZF Toulouse, on a gradé. Donc ce que l'on a fait, c'est-à-dire au lieu de définir un périmètre autour de zones urbanisées qui est un peu extrême, donc ça veut dire que ça bloque l'urbanisation et ça bloque pas mal de choses, eh bien on a utilisé une approche probabiliste. Ça permet c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper et sur lequel on pouvait établir une forme de préparation. Ça, c'est des plans de prévention de l'urbanisation. Pour le cas du nucléaire, on est resté plutôt sur une zone bloquée, donc on n'applique pas pour le moment une approche probabiliste, en tout cas à l'extérieur. À l'intérieur, c'est autre chose, mais ce n'est pas uniquement le seul moyen public qui permet de gérer justement tout ce qui est le commun et le collectif. Il y a d'autres moyens. Dans le risque installation classée chimie, pétrochimie, vous avez aussi les plans d'organisation externe, l'information, la concertation avec le public. C'est pas mal de choses qui permettent d'organiser les interactions entre différents organismes pour aller vers une forme d'organisation en situation d'urgence ou de crise. Alors justement, je rebondis simplement sur ce point-là. C'était une question également que Hervé Flanquer avait traitée dans un papier il y a quelques années sur comment parle-t-on des risques en fait, justement sur la perception du risque. Ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a donc information, concertation avec les populations concernées. Mais est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce quand on est une collectivité, est-ce qu'on peut tout dire sur un risque? Est-ce que les populations ont accès à toutes les informations? Est-ce que ce n'est pas aux populations d'aller chercher les informations? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui ne passe pas? Allez-y. Bon. Qui veut commencer? Mais ça permet c'est juste, il y avait ce deuxième volet qui était l'information du public. Depuis la Convention d'Aarhus, ratifiée par la France, eh bien, en fait, les informations liées au risque environnement sont publiques. Donc, tout le monde peut accéder aux informations qui sont contraintes réglementairement. Quand vous faites un achat de votre habitation, eh bien, normalement, vous avez ces informations sur les risques que vous encourez. Au niveau des sites de la DRIE ou des DREAL, eh bien, vous avez les informations sur les plans, sur les risques, mais pas sur les incertitudes, c'est-à-dire les événements les événements à très 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 faible probabilité qu'il est difficile de qualifier. Donc ça, c'est complètement c'est disponible et c'est le droit des uns et des autres. Maintenant, comment caler la stratégie de communication? Je peux continuer plus tard si tu veux, vous voulez réagir, mais il y a différentes choses. Il y a plus de 40-50 ans de recherche et de travaux sur les modes de perception et les biais de perception.
Et donc, ces biais de perception et ces modes que l'on soit expert ou non expert, hein, encore une fois, il ne faut pas on n'est pas clivant, on peut être les deux à la fois. Eh bien, par exemple, il y a le biais d'ancrage. C'est-à-dire ? Alors, par exemple, suivant que vous soyez proche d'un site à risque ou à l'extérieur ou très loin d'un site à risque, eh bien, vous n'allez pas avoir la même familiarité avec la zone du risque. Vous avez un exemple, par exemple, de personnes qui vous ont dit que pour eux, le risque qu'ils vivaient avec, par exemple, c'était quelque chose qui était... Il y a de nombreuses années, je travaillais sur les plans de prévention des risques technologiques. Et j'étais allée voir la commune de Pont-de-Claix. Et en fait, vous aviez... Voilà, donc c'est une petite commune, assez urbanisée, et il y a un site Céveso, Seuil-Haut. Et donc, un plan de prévention des risques technologiques y était prévu. Et donc, on est allé discuter avec le maire, il y a un certain nombre de personnes, et il vous disait, certains étaient vraiment collés à la paroi, hein, du site Céveso, Seuil-Haut. Eh bien, les gens vous disaient, ben non, moi, tous les matins, je me réveille, je regarde par la fenêtre, mais je connais mon site, ça ne bougera. Il n'y a pas de problème, je le vois tous les jours, mais peut-être plus loin. Tu pourras, Hervé, parler d'autres expériences, oui. Et Sylvain. Ça, c'est un des biais. Le second, c'est effectivement, par exemple, selon que l'on soit responsable de soi-même ou responsable d'une famille, eh bien, on ne va pas appréhender le risque de la même manière. Un exemple. Hier, justement, et avant-hier, on parlait dans un séminaire du déni du risque. Et il y avait une jeune femme, chercheuse, qui venait partager avec nous son expérience dans les raids polaires. Il y a 2 ans, elle n'était pas mère de famille. Et vous savez, quand vous êtes sur les raids polaires, vous prenez énormément de risques. Il y a, maintenant, elle a un enfant de 20 mois. Et donc, son appréhension du risque pris n'est plus du tout le même. Et il en est de même pour nous tous, en fait. On a les mêmes biais. Et il y en a 150 ou 200 de biais identifiés par un certain nombre de chercheurs qui permettent justement de caler les politiques de prévention qui devraient permettre, ils ne sont pas toujours utilisés, ou à bon escient, pour justement canaliser l'organisation des uns et des autres vers un évitement d'une mise en risque face à un risque majeur. Pas tous les risques, mais les risques dits majeurs. Alors, Hervé, justement, si vous voulez réagir sur cette communication autour du risque, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que les collectivités nous disent tout ? Alors, je dirais que souvent le réflexe du politique, c'est de dire, oh là là, si on dit tout ce qui se passe, on va faire peur. Moi aussi, j'ai travaillé sur les plans de prévention de risques technologiques autour des sites Céveso. J'ai notamment étudié l'agglomération de Dunkerque, qui selon les moments a entre 13 et 15 sites Céveso, et aussi une centrale nucléaire, la plus grosse d'Europe de l'Ouest, mais comme m'a dit mon voisin, c'est pas du tout la même législation. Et donc, il y a effectivement toujours ce réflexe, à mon avis, un mauvais réflexe, c'est de dire il faut pas trop en dire parce qu'on risque de créer plus de mal et d'inquiéter. Ce que l'on voit, c'est que sur le long terme, c'est que globalement, retenir de l'information, ça a tendance à revenir comme un boomerang, c'est-à-dire à être pire que ce qu'on a voulu éviter. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus, je laisserai mon voisin. Je vais juste rebondir un petit peu parce que Myriam a parlé des biais de perception. Moi, je travaille surtout là-dessus, c'est pourquoi on perçoit mal le risque, pourquoi on a peur de certaines choses qui ne sont pas très dangereuses et on n'a pas peur de choses qui sont beaucoup plus dangereuses, pourquoi on a plus peur en montant dans un avion qu'en montant dans sa voiture, alors qu'on a beaucoup moins de chances de mourir dans le premier cas que dans le second, par exemple. Pourquoi aujourd'hui on a aussi peur du terrorisme, alors qu'il y a chaque année plus de morts par noyade que par terrorisme, par exemple, etc. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de biais, et Myriam parlait aussi de la perception des personnes qui habitent près des usines. Et à Dunkerque, on avait fait une grosse enquête sur l'ensemble de l'agglomération pour demander aux personnes quelle était la zone de l'agglomération qui était, d'après ces personnes, la plus dangereuse. Est-ce que ce qu'on remarquait, c'est qu'elle désignait toujours
une zone qui était différente de la leur. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui habitaient à côté de Gravelines, la centrale nucléaire, disaient oui, mais c'est ceux qui habitent à côté d'ArcelorMittal, parce qu'ils se prennent de la dioxine, etc. Et ceux qui habitaient à côté d'ArcelorMittal disaient oui, certes, on se prend des fumées, etc. Mais à côté d'habiter à côté d'une centrale nucléaire, c'est quand même mieux, nous. Et on comprend ça très bien par rapport à ce qu'un psychologue dans les années 50 aux États-Unis, Léon Festinger, a appelé la dissonance cognitive. C'est-à-dire que dire j'habite là, je l'ai en partie choisi et c'est le pire endroit de l'agglomération, c'est pas acceptable, c'est pas défendable. Comment on s'en sort ? En quelque sorte en euphémisant un peu le risque où on est et en mettant un peu l'éclairage sur une autre zone. C'est ce que nous on appelait le mistigris. Vous savez, c'est ce jeu où on doit se débarrasser c'est quoi le valet de pique, où on appelle ça ou le puant. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on refile le titre de pire zone de son territoire à un autre parce que effectivement c'est pas supportable. Et donc ça, faut le savoir aussi pour communiquer vis-à-vis des personnes, pour essayer de faire une culture du risque. C'est un biais parmi plein qu'il faut prendre en compte. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que en prenant des exemples concrets de sujets sur lesquels j'ai pu être amené à travailler, mais autour de l'usine Seveso, il y a une obligation d'indiquer sur la route qu'on rentre dans un secteur à risque pour que quand on arrive en voiture, on puisse savoir en indiquant les mesures, les sirènes, etc. pour prévenir et se dire comment les gens qui y habitent, eux, ils savent qu'il y a ça, mais ceux qui viennent, ils ne sont pas forcément au courant. Systématiquement, ces panneaux sont enlevés par la population parce que il y a un double effet. Il y a l'effet que tu viens de dire de chercher à fuir, se dire non, moi j'habite pas dans une zone à risque, c'est forcément les autres. Et puis il y a un autre effet, c'est l'effet surtout en région parisienne où le taux de mutation est important, c'est la revente. L'idée qu'on vit dans une zone à risque, il y a une perte, il y a une moins-value immobilière et ça, il faut absolument pas que donc ça, il y a un gros problème là-dessus des collectivités, c'est afficher alors que toutes les collectivités, tout le monde cherche à attirer du monde chez soi. Ça rapporte de l'argent d'avoir des gens qui habitent chez soi dans une commune. Donc, si on met des éléments qui vont faire fuir, qui vont donner peur, ça marche moins bien. Donc, il y a une forme de crainte de la part des élus en disant si on affiche ça, on va perdre du monde. L'autre exemple que je vais prendre, c'est par rapport au risque naturel et la mauvaise perception qu'on peut avoir, c'est par rapport à l'inondation. Donc, vis-à-vis du même phénomène, l'inondation sur la Seine. Tu es intervenu sur une école à Juvisy-sur-Orge, pas très loin d'ici, là au sud de Paris, où la population s'était révoltée parce qu'on avait osé mettre une école en zone inondable. Alors comme ça, on va se dire, mais c'est scandaleux, mettre une école en zone inondable, on expose nos enfants. Sauf que la crue de la Seine, on la voit venir entre 2 et 3 jours à l'avance, donc à moins d'être complètement stupide et de continuer à envoyer ses enfants à l'école, alors que l'école va être fermée, il n'y a aucun risque pour les enfants. Par contre, il y a beaucoup plus de risques pour les habitations, parce qu'on va pas, il y a les problèmes d'évacuation des habitations. Mais les gens n'étaient absolument pas choqués qu'on mette des habitations, et on peut le défendre. Il n'y a pas de, il faut construire en zone inondable, c'est pas la question, mais c'est la perception, c'est l'idée de mettre des enfants, c'était scandaleux, l'idée de mettre des gens qui vivent et qui pourraient être pris la nuit, par exemple, même si on avait des mêmes phénomènes de rapidité, c'était pas du tout, c'est l'école qui posait problème. Donc il y a ça, et on n'est pas prêt, autrement par rapport à la communication, la difficulté, c'est que quand le risque est lointain ou pas perçu, on l'évacue et on n'a pas envie de l'entendre. Donc on est, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, surtout sur des phénomènes climatiques par exemple, on sait que ça va se produire, ce qu'on appelle les risques prévisibles, les risques qui sont certains, mais quand on essaie d'expliquer qu'il va se passer quelque chose, personne ne veut l'entendre, parce que ça a un coût, parce que ça a des conséquences sur l'image de l'endroit dans lequel on vit, etc. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Par contre, une fois que la catastrophe s'est produite, on va toujours dire mais vous n'avez rien fait, on ne savait pas. La crue de la Seine de l'année dernière, on nous a montré là dans l'inauguration du festival un très beau film là-dessus où les gens disaient mais on ne savait pas que ça allait... Mais si, vous le saviez, tous les éléments sont là. Simplement aujourd'hui, un notaire, quand il va faire de l'information dans le cas d'une vente, il va dire bon, il y a de l'inondation, mais ça arrive jamais. Donc en fait, il y a
sauf si le risque se reproduit régulièrement et qu'il y a une fréquence qui est grande, la plupart du temps, on va minorer pour des raisons souvent même financières, mais pas que. Donc c'est ce que vous dites, c'est que finalement les informations sont là, mais la démarche d'aller chercher l'information, c'est à l'individu de la faire. Voilà. Et ça l'intéresse plus ou moins d'aller la chercher. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça l'intéresse que le risque soit minoré. Par exemple, on le voit par exemple dans les zones inondables, mais c'est pareil pour les zones dans périmètre technologique. La personne qui a une maison là, elle a envie de bâtir une véranda, elle a envie de faire un garage, elle a envie, et elle va râler si on met des périmètres trop restrictifs, et elle va faire pression auprès du maire, et le maire va lui aussi essayer de dégonfler, etc. Mais la même personne qui a insisté pour avoir son permis de construire peut très bien, la catastrophe ayant eu lieu, considérer que les politiques n'ont pas été assez prudents. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, là aussi, c'est un biais du jugement a posteriori, c'est-à-dire qu'on va toujours juger par rapport à une situation B, c'est-à-dire postérieure au moment où la décision a été prise. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un risque sanitaire, on va reprocher à Roselyne Bachelot d'avoir acheté beaucoup de vaccins parce qu'on sait que finalement, il n'y a pas eu d'épidémie, et donc on va la juger par rapport à ce fait qu'il n'y a pas eu d'épidémie, sauf que quand elle a pris la décision, elle ne savait pas s'il y avait une épidémie ou bien pas. Donc il y a ce biais-là aussi, qui fait que d'une certaine manière, le politique est toujours en danger d'avoir pris la mauvaise décision, quel que soit, d'avoir été trop prudent. Là, il prend un risque politique, c'est de ne pas se faire réélire, parce qu'il n'y a rien qui déplaît plus aux citoyens que se voir limiter dans leurs projets immobiliers, etc. Et puis, ou le risque d'être très prudent, et puis, enfin, de trop prudent, pas assez prudent, pardon, et puis qu'on lui reproche après la catastrophe. Ce qui est arrivé, par exemple, au maire de La Faulde-sur-Mer, qui... Mais aujourd'hui, enfin, je suis pas tout à fait d'accord sur le point qu'il faut aller chercher l'information. L'information, elle arrive aussi auprès des gens. Alors, il y a une partie qu'il faut aller chercher, mais quand on achète un bien, on nous délivre l'information. C'est une obligation réglementaire. Donc, il n'y a pas qu'une démarche volontaire d'aller chercher l'information. Quand on met des repères de crues dans la rue, quand on met des affiches, vous rentrez dans une zone dangereuse, c'est quelque chose qui existe, sans doute pas assez. Là encore, l'exemple du Japon qui vit avec le risque de façon beaucoup plus forte que nous. Vous avez partout dans les rues des secteurs qui vous indiquent les zones de repli pour le tsunami, des zones, la marche à suivre. Ils vivent avec le risque et c'est une partie intégrante de la société. Chez nous, on ne veut pas l'entendre. C'est vraiment, il y a une très très grande difficulté à communiquer de façon préventive. Myriam, peut-être ? Oui, en fait, s'informer sur les risques, c'est aussi, vous avez des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme la loi, vous devez la connaître, mais aussi connaître ce que ça a comme incidence sur vous et qu'est-ce que ça implique comme responsabilité. Sur l'information, c'est vrai que à la fois c'est important parce que ça permet de fournir un certain nombre d'éléments pour que les particuliers puissent agir en situation délicate. Mais ce qui est largement démontré, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours, où vous avez une information, et quelques temps après, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il en reste ? Très souvent, très peu de choses. C'est un peu, on est inondé d'informations. Et notre capacité à capter, parce qu'on a tous nos soucis au quotidien, notre capacité à capter toutes les informations utiles et activables est limitée. Et du coup, ça pose la question, effectivement, de comment, bien sûr, continuer à informer, mais développer plutôt une mémoire, une culture des risques, des formes d'action à avoir en situation et de crise, et aussi en situation de prévention. Et là, en fait, mes collègues pourront aussi en parler, je suis sûre qu'ils ont plein de choses à dire sur le sujet, c'est comment créer des conditions où nous avons tous expérimenté dans notre vie des situations où on a appris, mais en discutant, en se rencontrant, en se confrontant, pour se saisir d'un certain nombre de sujets. C'est les thèmes de la concertation, de la délibération dont vous entendez parler.
qu'elles soient sous forme prescrite, comme les comités locaux d'information et de concertation, ou qu'elles émergent de manière un peu plus spontanée de la société civile. Allez, je passe la parole. Sylvain, peut-être, si vous voulez, pour nourrir cette culture de la prévention, quelles sont les solutions qui sont à portée de main de tous Je vais compléter sur l'information, parce que là j'ai un peu dans le discours, on peut penser que je renvoie tout sur le citoyen, mais c'est maintenant de notre côté, en tant qu'expert, en tant qu'État, on communique souvent très mal. On va tenir le même discours face à des gens qui n'ont pas cette culture du risque, qui n'ont pas cette culture des phénomènes naturels ou techniques, en leur tenant le même discours que celui qu'on va tenir entre nous. Donc il y a une forme, on a du mal à aller vers l'information des personnes qui n'y connaissent rien. On va utiliser plein de sigles, plein de mots avec des concepts, comme tu le disais au début, on a des termes qu'on n'utilise pas avec le même sens. On va parler d'aléas, d'enjeux, de termes qui sont des termes communs pour nous, mais quand on va les utiliser avec quelqu'un, ça va pas passer. On va faire des plaquettes illisibles qui vont 95% des plaquettes qu'on va produire au niveau de l'État, c'est la réglementation nous impose j'ai fait corriger pas mal de plaquettes à des collègues sur la stratégie locale du risque inondation sur la région parisienne. Il disait, la directive européenne nous demande de... Je dis, mais ta directive, elle est là pour répondre à une problématique, à une question de politique publique. Il y a un risque d'inondation, ça, tout le monde peut le comprendre. Quand on commence un discours en disant la directive européenne, la loi machin nous dit que, on a déjà perdu la moitié des gens qui sont face à nous. Vous faites passer un message à des collègues, là? Oui, non, mais j'arrête pas, c'est sans arrêt, c'est du quotidien, parce que il y a un travers. Nous, en tant qu'agents de l'État, en tant qu'agents, on répond à une politique qui est fixée par des règles normées de directives, de lois, de règlements divers et variés. Donc effectivement, pour nous, c'est naturel. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a un texte de loi qui nous dit de le faire. Mais quand on s'adresse au public, le texte de loi, il est lui-même en réponse à une politique publique. Mais cette démarche intellectuelle, on ne la fait pas parce que et il faudrait qu'il y ait des médiateurs, des gens qui sont capables de faire cette médiation vis-à-vis du public et qui utilisent des vecteurs de communication très différents. Pour ça, la culture du risque avec le collectif, c'était un excellent moyen de sortir un peu du cadre, pour reprendre ce que disait Orlan, mais se dire comment on peut aller différemment vers le public. J'avais proposé, je le dis tout le temps, mais il y a quelques années, comme ça, en disant plutôt que de faire une énième plaquette sur les inondations de la Seine, on fait un film de grand spectacle, un film catastrophe. On a les studios de Luc Besson qui sont pas très loin. On a des outils numériques qui sont magnifiques. Aujourd'hui, on fait un film de fiction et on sait que par la fiction, on va se projeter sur un personnage de fiction alors qu'on n'arrivera pas à se projeter sur un personnage réel. Ce qui est arrivé à quelqu'un qui a vécu, à quelqu'un qui est... Même si on sait que c'est réel, c'est l'altérité, c'est l'autre, c'est pas nous, alors que le personnage de fiction, il est là justement pour servir de point d'appui sur nous. Je suis assez d'accord. Je pense que j'ai un peu heurté mon voisin en disant qu'on attend souvent que le citoyen aille chercher l'information, mais c'était excessif parce que souvent on lui donne, mais c'est pas parce que l'information est arrivée chez lui qu'il faut considérer qu'elle a été, qu'il en a pris connaissance, qu'elle est retenue. Pour prendre juste un petit exemple, quand on a fait cette enquête sur le Dunkerquois, sur le risque industriel, donc les 13, 14, il y avait 14 sites CVO, je pense à l'époque, et en fait le S3PI, qui est donc un organisme qui fait de la communication, de la prévention, de la concertation sur le risque industriel, publiait chaque année ou tous les 2 ans une petite plaquette en donnant le nom de tous les sites, en expliquant et qui était quand même relativement bien faite. Et nous, notre question, quand on allait frapper, vu qu'on a interrogé des gens chez eux, et puis un peu au hasard, on leur demandait tout simplement, est-ce que vous savez où est rangée cette plaquette? Et on trouvait une minorité qui savait. Et on demandait ensuite, est-ce que vous l'avez lu? Et là, on tombait à des chiffres totalement faibles. Et quand on leur demandait, est-ce que vous avez retenu une consigne particulière, etc., là, on arrivait encore plus bas. Donc ça montre bien. Et pourtant, il l'avait reçu, ça avait été mis dans les boîtes aux lettres, etc. Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'information est parvenue à destination qu'elle va être forcément digérée, retenue. Comme disait Myriam, même ceux qui l'ont lu, ils ont
il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, l'ont oublié, etc. Alors on avait un peu un meilleur score parce qu'on a cette chance donc pour le sociologue du risque à Dunkerque, c'est qu'on a donc une zone qui est aussi dans le périmètre pour les centrales nucléaires où les personnes doivent avoir des pastilles d'iode. Et donc dans cette zone-là, il y avait un meilleur score quand on leur demandait s'ils savaient où les pastilles d'iode étaient rangées, tout simplement parce qu'ils mettaient dans l'armoire à pharmacie, etc. Ils se souvenaient plus, pas tous, mais d'en avoir et savoir où elles étaient. Voilà. Alors, juste par rapport à, peut-être, je ne sais pas si des personnes dans la salle veulent réagir, mais j'imagine que peut-être la plupart d'entre vous ont déjà pris l'avion. Et pour reboucler avec ce que vous dites, est-ce que quelqu'un ici a vraiment retenu et lu toutes les instructions qui sont écrites sur les plaquettes qu'on vous donne quand vous prenez l'avion ? Est-ce que des personnes veulent... Oui, madame, une personne, d'accord. Alors peut-être que vous êtes la seule ici à avoir pris l'avion, c'est possible aussi. Voilà, c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément. C'est un exemple classique. On a beau le lire et le relire, je ne suis pas certaine que je serais capable de m'en sortir si l'avion se mettait à couler. C'est ça. Et la probabilité est très faible. C'est ça. Et on utilise un savoir quand on se sent impliqué et quand on voit le sens. Voilà. Sinon. Allez-y, madame, si vous vouliez intervenir. Ah oui. Oui, les premières fois que j'ai pris l'avion, alors je regardais tout, je lisais la plaquette, et puis je comprenais que de toute façon ça servait strictement à rien, parce que si l'avion tombait, même si j'arrive à attraper le truc et à mettre le masque, voilà, ça sert à rien, quoi. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont pu être sauvés grâce à tous ces procédés comme ça. Peut-être une réponse parmi d'autres sites où vous avez travaillé. Je ne sais pas, mais du coup, ça permet de rebondir sur d'autres façons d'activer des savoirs et des actions proportionnées d'un certain nombre d'entre nous par l'art, par le cinéma. Et peut-être que vous avez tous en tête un certain nombre de films qui, justement, nous marquent et où on se dit, tiens, effectivement, je vais garder cette façon de faire pour éviter un certain nombre de problèmes. Certains d'entre vous, peut-être, ont en mémoire, pour les plus anciens, un film réalisé par Michael Douglas et qui s'appelle toujours le syndrome chinois. Alors moi, je ne l'ai pas en tête. Est-ce que vous pouvez nous redonner le contexte ? Et en fait, c'était... donc le film est le suivant. Il y a une centrale. Et au sein de cette centrale, il y a une centrale nucléaire. Et au sein de la centrale, il y a un certain nombre de gens qui y travaillent. Vous avez quelqu'un à l'intérieur de la centrale, qui est le chef opérateur, qui détecte un certain nombre de signes qui disent qu'ils ne vont pas. Et il se trouve qu'il y a des journalistes. Michael Douglas joue le rôle aussi du journaliste, qui vont investiguer pour voir les conditions de travail et voir comment fonctionne la centrale et détectent des choses qui montrent que ça ne va pas. Et voilà. Et en fait, vous avez toute la narration sur comment en fait l'entreprise va tout faire pour taire un peu ces signes précurseurs, jusqu'au moment où il y a une catastrophe. Pourquoi syndrome chinois ? Parce qu'à l'époque, ils croyaient que s'il y avait une perte de confinement du cœur du réacteur, eh bien en fait, ça pouvait trouer la Terre et aller jusqu'en Chine. Voilà, c'est pour ça. Et ce film arrive, et vous voyez qu'on capte une forme d'inconscient collectif, c'est qu'il arrive juste avant la catastrophe de 3 Mile, ou la presque catastrophe de 3 Mile Island, d'une des centrales nucléaires américaines. Et vous avez pas mal d'autres films, par exemple Margin Call, qui est plus récent. Ça vous dit quelque chose sur là aussi ça donne, en tout cas ça montre par la vie au quotidien comment on arrive à mettre de côté un certain nombre d'informations, de maintenir une forme de culture du silence alors que l'on aurait pu agir. Alors justement, vous parlez de films, et c'est vrai que depuis quelques années, y compris à la télévision, en tout cas sur Internet, on voit un regain de films catastrophes, de films où la catastrophe c'est une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe qu'on ne maîtrise pas en allant vers l'exploration. Par exemple, je pense forcément à tous les aliens et tous les derniers films, les tout derniers
séquelles, on va dire, d'Alien, mais aussi des films sur la catastrophe sanitaire, voilà, y compris aussi sur Internet. Donc finalement, on a l'impression on questionne aujourd'hui vraiment notre expérience notre essence de vie, mais aussi de l'inconnu. Et là-dessus, je voudrais simplement reboucler, parce qu'on a eu un très bel article d'un auteur qui s'appelle Peter Burgess sur The Conversation, qui travaille sur la géopolitique du risque, et justement qu'il dit qu'aujourd'hui les menaces donc, sont multiples, vous l'avez bien dit tout à l'heure, et que la gestion du risque est une vraie question. C'est aussi une question de valeur sociale, vous disiez, donc il y a des biais cognitifs, mais aussi de nos propres valeurs, comment est-ce qu'on estime le risque par rapport à là où on se situe. Et il dit même que c'est un type d'éthique, comme une expérience de l'inconnu. Or, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, toute la science qu'on a à disposition, est-ce que notre société est encore capable d'appréhender cet inconnu, sans rentrer dans le fantasme, sans rentrer dans la fiction? C'est une question un peu plus peut-être philosophique, mais en tout cas, là, que je voulais vous poser avec votre expérience du quotidien. Mais en fait, finalement, comment on peut capter cet inconscient collectif? C'est un peu aussi le rôle. C'est aussi un peu le rôle des artistes, des chercheurs. Vous parlez des films catastrophistes, en fait, on va dire. C'est peut-être aussi effectivement des formes d'alerte sur ce qui peut se passer si on ne venait pas avoir une approche responsable du progrès. Et revenons aussi au siècle dernier. Au siècle dernier, donc si on revient début 1900, juste un peu 1900, vous voyez qu'on avait un progrès, la montée du progrès technique avec une foi absolue dans le fait que le progrès allait nous apporter la santé, un rééquilibre entre les pauvres, les jeunes, et vraiment quelque chose qui allait nous tirer vers le haut. En même temps, vous aviez des sorties d'ouvrages tels que Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez, qui étaient déjà des alertes sur les dérives. Il y a toujours eu ça. En même temps que le progrès, eh bien un inconscient collectif qui dit qui nous montre qu'il faut veiller à un certain nombre de choses. Et c'est comme le rôle des cauchemars aussi, de manière plus individuelle. Quand vous cauchemardez aussi, ça vous permet aussi d'appréhender vos peurs et peut-être effectivement de les dépasser. C'est votre inconscient ou l'inconscient collectif qui vous parle. Ouais. Excusez-moi, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur ces points aussi dans la salle, parce qu'on a pas mal discuté. Oui. On va arriver à la fin de notre table ronde aussi, avant que je redonne la parole à d'autres personnes. Oui. Madame. Oui, ce que je voulais dire, je suis chercheur et j'ai travaillé sur la communication de crise, dont une grande partie est sur le risque, bien sûr, et sur l'inconscient collectif. Et il y a beaucoup de choses qui sont... enfin, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais il y a une chose sur laquelle il faut peut-être insister, sur le fait que dans les informations et dans la communication, il y a un filtre qui se fait à différents niveaux, et l'information in fine n'est pas tout à fait celle qui, au départ, aurait dû être donnée. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, suivant les individus et suivant leur appartenance familiale, il y a la culture du silence dans certaines familles. Il y a énormément de non-dits, et on est habitué aux non-dits. On ne peut pas supporter la vérité, la réalité. Et donc il y a des dénis qui s'installent, et malgré une information qui peut être très développée, alors il y a bien sûr beaucoup de choses à faire sur la polysémie des termes, sur la charge affective qui est liée à chacun des termes qu'on va utiliser, etc. Mais c'est un travail qui est intéressant. Cependant, on n'a pas toujours la possibilité de le faire en termes de communication, parce que ceux qui nous payent pour la communication, et en dehors de la recherche, ce sont des gens qui veulent qu'on communique dans un sens. Et donc, il y a ce problème. Il n'y a peut-être pas une chose, mais ce n'était pas aujourd'hui le but, mais il y a les lanceurs d'alerte avec le risque quand ils nous proposent un certain nombre de risques, et comment ces pauvres lanceurs d'alerte, en France au moins, ne sont pas protégés, et quels sont les risques qu'ils encourent à communiquer sur un certain nombre de risques.
Donc voilà, il y a tous ces problèmes. Je sais qu'on ne peut pas tout aborder en 1 heure, mais ça peut peut-être... Peut-être une réponse rapide, si vous en avez une. Après, monsieur, je crois, avait une question aussi. Vous pointez des points extrêmement importants. Je vous disais, hier et avant-hier, au Carré des Sciences, on avait une conférence sur le thème du déni des risques. Et notamment, pour reprendre justement les points que vous mettiez en exergue, il y avait une intervention d'Alain Berthoz, que vous devez connaître, et qui nous présentait une chose assez intéressante, qui nous disait que finalement, si on regardait le fonctionnement du cerveau, la manière avec laquelle on appréhendait la réalité, souvent, en fait, on projette notre intérieur vers l'extérieur. Donc, et finalement, on est très peu ouvert à l'information qui vient de l'extérieur. Donc, vous voyez, on est en constante projection de ce qui est de l'intérieur sur notre construction de la réalité extérieure. Donc effectivement, il y a plein de mécanismes au-delà d'être cognitive, mais aussi socio-culturelle que vous pointiez tout à l'heure, c'est-à-dire la culture du silence. On le voit aussi actuellement avec le scandale de l'affaire Weinstein sur les scandales sexuels. Vous voyez qu'il y a un silence de masse, et pourtant tout le monde le savait, mais même dans d'autres domaines. Et le point sur la communication, ce qu'on demande aux chercheurs sur la communication est très intéressant. Effectivement, on est happé par de la communication, un travail sur une communication institutionnelle, au lieu de travailler sur une déconstruction de la communication, non pas pour passer le message institutionnel, mais pour que cette information agisse sur les attitudes en situation extrême ou face au risque. Et là, effectivement, il y a tout un champ dont, je suis sûre, vous avez pas mal de choses à discuter. Merci Myriam. Peut-être vous voulez réagir ou bien on prend la question de monsieur. Juste une petite remarque, il y a aussi des risques pour lesquels il ne faut pas faire beaucoup de travail pour qu'on en prenne conscience parce qu'on est déjà prêt à se focaliser dessus. Après, il y a des risques pour lesquels ça ne nous arrange pas trop de le savoir parce que c'est lié à un avantage auquel on n'a pas envie de renoncer. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde la circulation automobile, c'était 15 000 morts au milieu des années 70, c'est énorme, 15 000 morts par an, mais la voiture qui est en train de se généraliser, c'est un tel instrument de liberté pour les déplacements, ça ne nous intéressait pas trop de savoir que c'était en échange 15 000 morts. À l'inverse, on constate qu'il y a des risques qui sont devenus totalement résiduels et qui apparaissent insupportables. Je vais en prendre un très simple, c'est les décès à la naissance, les morts et même avant l'âge d'1 an, donc ce qu'on appelle la mortalité infantile. Elle est devenue totalement résiduelle par rapport à ce qu'elle pouvait être dans les siècles derniers et même il y a encore 30 et 40 ans. Et pourtant, on n'a jamais aussi mal supporté qu'un enfant meurt à la maternité ou meurt dans sa première année. Dans ce cas-là, vous avez presque automatiquement un procès. On n'accepte plus ça. Avant, c'était considéré comme une donnée qu'on pouvait perdre un enfant. Maintenant, c'est devenu quelque chose, une anomalie totale pour laquelle il faut trouver à tout prix un responsable. Donc, vous voyez très bien que le risque résiduel peut être encore plus mal accepté qu'un risque qui est... Et là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour communiquer sur ces risques-là. Par contre, les risques pour lesquels on a un avantage en contrepartie, dans le fond, on n'a pas trop envie qu'on nous embête là-dessus, quoi. Merci. Peut-être, monsieur, vous aviez une question ? Oui, merci. En fait, je voulais revenir sur un élément qui est sorti plusieurs fois dans les débats, qui est un peu la relation entre l'individu et la société. C'est-à-dire qu'on a vu pour les risques de terrorisme et la surveillance, ou pour les risques de catastrophes naturelles, que l'individu demande à la communauté des mesures, mais après il n'est pas prêt à en accepter les conséquences. Par exemple, je demande plus de surveillance, mais ça m'embête qu'on me contrôle mon sac à l'entrée de l'université ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes que le pouvoir public ou les experts peuvent mettre en place pour justement dérégler cette dissonance entre ce qui est les conforts pour l'individu et ce qui est les biens de la société face à un risque identifié? Pas évident. Merci. Sylvain, peut-être ? C'est pas évident parce que ça dépend de quelle est l'acceptation sociale de ce risque aussi. Enfin, et jusqu'où on est prêt. Enfin, un risque qui est considéré comme inacceptable socialement, on va être prêt à abandonner beaucoup. Pour d'autres, et ça dépend aussi de ce qui va être mis en balance. Par exemple, par rapport au risque d'inondation, si on veut appliquer vraiment les prescriptions qui sont données en termes de construction en zone inondable, je vais prendre le cas d'une maison individuelle parce que c'est
ça parle plus directement, mais si je dois construire ma maison individuelle en zone inondable, ça veut dire que je vais être obligé de faire des coûts supplémentaires d'adaptation du bâtiment, ce qui va se traduire à enveloppe financière constante par une réduction de la taille de la surface habitable de ma maison. Si je me dis que cette crue, je vais me protéger pour quelque chose que je risque de ne pas voir pendant toute ma vie, je ne vais pas avoir envie de faire le sacrifice d'un confort de vie au quotidien pour quelque chose que je ne suis pas sûr qu'il se produise toute la vie. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de politique publique et de communication, on n'arrivera pas à changer cet état d'esprit. Par contre, si je sais que cette crue, elle peut se produire tous les 2 ans, là, je me sens menacé et je vais accepter sans difficulté de construire une fois qu'on m'informe et qu'on me dit comment je dois faire. Donc c'est pas simple. Il y a pas en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas de façon évidente de faire qui soit la même pour tout et qui permette de faire passer le message de façon sans problème, quoi. Merci Sylvain. Myriam, peut-être vous avez une réaction et après malheureusement on va devoir terminer et on passe peut-être la parole s'il y a une dernière question. Oui, de réponse à ça, c'est que en fait ça pointe quelque chose qui est un peu délicat dans la communauté de préventeurs des risques, c'est que il est difficile d'avoir une évaluation sur le long terme de l'efficacité d'un certain nombre de mesures qui permettent de concourir à la sécurité ou à la sûreté. Et comme il n'y a pas de force de démonstration, pour beaucoup, c'est comme le cas de l'avion, justement, où on sait que c'est là, mais on se demande à un moment donné pourquoi la règle perdure alors que tout le monde a l'impression que c'est inefficace. Et ceux qui le mettent en place ont des difficultés à démontrer que c'est efficace ou inefficace. Mais comme on a une tendance à continuer et à ne pas déconstruire ce sur quoi on a fait consensus, eh bien on continue à produire des règles, mais on en oublie le sens. Peut-être que des pistes justement de réponse, c'est d'avoir une évaluation sur le long terme de ces dispositifs et de montrer en quoi ils ont contribué à prévenir un certain nombre de risques et avoir le courage aussi, une fois les règles mises en place, si on constate qu'elles sont inefficaces ou inopérantes, de les mettre de côté. C'est pour ça qu'on a une trop grande accumulation des règles qui décrédibilise la règle. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, sauf s'il y a une autre question peut-être dans la salle. Dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir participé à cette table ronde. Donc Myriam Mérad, Sylvain Rotillon et Hervé Flancard, merci beaucoup.